Ils lui ont dit qu'elle était chanceuse d'être même dans la pièce. Ils lui ont dit qu'elle était un rien, un bouche-trou, une simple fille du Midwest qui a piégé un Sterling dans le mariage. Quand Marcus Sterling a fait glisser les papiers de divorce à travers la table en acajou, il s'attendait à des larmes. Il s'attendait à des supplications. Il s'attendait à une scène. Mais elle, la nana, n'a pas pleuré. Elle n'a pas crié. Elle a pris le stylo et signé son nom d'une main ferme et est sortie du manoir Sterling avec rien d'autre qu'un sac de cabine. Marcus pensait qu'il avait gagné. Il pensait qu'il était enfin libre d'épouser la mondaine de ses rêves. Il n'avait aucune idée que dans 48 heures, le rugissement d'un Gulfstream JS 850 interromprait sa fête de fiançailles. Et la femme qui descendrait de ce jet mettrait son empire entier à genoux. C'est l'histoire du divorce tranquille qui a secoué le monde. L'air dans la salle de conférence au 42e étage de la Tour Sterling était assez froid pour préserver la viande. Il était conçu ainsi. C'était une tactique psychologique que Marcus Sterling utilisait sur ses concurrents, et aujourd'hui il l'utilisait sur sa femme de 5 ans, Elena. Elena était assise d'un côté de la massive table faite sur mesure. Elle portait un pull en cachemire beige qui avait connu de meilleurs jours et un simple pantalon noir. Elle semblait petite face à l'arrière-plan de l'horizon de Manhattan, gris et imposant à travers le verre du sol au plafond. En face d'elle était assis le tribunal. Marcus Sterling, l'air impeccablement affûté dans un costume Tom Ford anthracite, refusait de faire contact visuel. Il était occupé à vérifier l'heure sur sa PC Philippa, clairement agacé que cette formalité prenne plus de 10 minutes. À côté de lui était assise sa mère, Beatrix Sterling, une femme dont le visage était si tendu par la chirurgie plastique que son sourire ressemblait plus à un rictus. Et bien sûr, leur avocat principal, Arthur Penhaligon, un homme qui chargeait 2000 $ de l'heure pour détruire des vies. Passons en revue les termes une dernière fois, Madame Sterling, dit Arthur, sa voix dégoulinant de fausses sympathies. Vous agissez en tant que requérante. Vous citez des différences irréconciliables. Vous renoncez à tous les droits sur la fiducie familiale Sterling. Vous renoncez au soutien conjugal. Vous quittez le domaine des Hamptons et le penthouse de l'Upper East Side immédiatement. En échange, M. Sterling accepte de payer un règlement unique de 50 000 $. Arthur marqua une pause, attendant le combat. 50 000 $ pour 5 ans de mariage à un homme valant près de 400 millions de dollars était une insulte. Ce n'était même pas assez pour louer un appartement studio dans la ville pendant 1 an. C'était l'idée de Beatrix, bien sûr. Elle voulait voir Elena ramper. Béatrice se pencha en avant, ses diamants cliquetant contre la table. « C'est une offre généreuse, Elena, dit-elle, sa voix comme du verre qui grince. Considérant que tu n'as absolument rien apporté à ce mariage. Aucune connexion, aucune dot, aucun pedigree. Tu étais une serveuse quand Marcus t'a trouvé. Nous te payons pour partir tranquillement. Ne sois pas avide. » Marcus leva finalement les yeux. Ses yeux étaient fatigués mais durs. Juste signe-le, elle. Ne rende pas cela difficile. Chloé m'attend. Nous avons les photos de fiançailles prévues pour 16 heures. Chloé Vanderhoeven, la fille d'un magnat de transport maritime. Blonde, pétillante et riche, tout ce que Béatrice voulait chez une belle fille. Marcus la voyait depuis 6 mois. Il n'avait pas été subtil à ce sujet, laissant des reçus de l'Hôtel Plaza et de Cartier dans les poches de sa veste pour qu'Elena les trouve. Elena regarda les papiers, le texte brouillé légèrement, mais pas de larmes. Elle pensait aux 5 dernières années. Elle se souvenait des nuits où Marcus rentrait à la maison en pleurant parce que le conseil allait le démettre. Elle se souvenait d'avoir réécrit ses présentations pour les marchés asiatiques parce qu'il ne comprenait pas les nuances culturelles. Elle se souvenait d'avoir apaisé l'ego de Beatrix quand les tabloïds se moquaient de sa robe de gala. Elle avait été la colle invisible maintenant le dynamisme Sterling ensemble, et il pensait qu'elle n'était qu'une serveuse. « J'ai une condition, »
dit Elena doucement. Sa voix était stable, surprenant Arthur. Béatrice ricana. Ça arrive, elle veut la maison, elle veut 1 million. Non, Elena dit. Elle atteignit son sac à main. Pas un Birkin, juste raclement de gorge, un simple sac fourre tout en cuir et en sortit un stylo Montblanc. C'était la seule chose chère qu'elle possédait, un cadeau de son défunt père. Je ne veux pas les 50 000. La pièce devint silencieuse. Le bourdonnement de la climatisation semblait devenir plus fort. Excusez-moi, Marcus fronça les sourcils. Je ne veux pas l'argent, Elena répéta. Je veux une rupture nette. Je veux mon nom retiré de toute la documentation de Sterling Enterprises, y compris les clauses de partenaires silencieux dans la fiducie caritative. Et je veux que l'accord de non-divulgation concernant mon passé soit mutuel. Si je ne peux pas parler de vous, vous ne pouvez pas parler de moi. Arthur plissa les yeux. Il sentait un piège, mais il ne pouvait pas le voir. Un NDA mutuel était standard. Refuser l'argent était de la folie. Vous refusez le règlement? Arthur demanda, le stylo en suspens. Je n'ai pas besoin de votre argent. Marcus Elena dit, regardant directement son mari. Je veux juste en sortir. Béatrice rit, un son dur et aboyant. Elle essaie de jouer la martyre, Marcus. C'est une bonne lettre. Cela nous fait économiser 5 000. Rédige-le, Arthur. Elle. Tu n'as nulle part où aller, Marcus dit, un éclair de pitié traversant son visage. Tu n'as pas de diplôme. Tu n'as pas travaillé depuis 5 ans. Prends l'argent. Je vais bien, Elena dit. Arthur gribouilla rapidement les amendements. Il poussa le document vers elle. Elena n'hésita pas. Elle ne regarda pas la vue. Elle ne regarda pas l'homme qu'elle avait autrefois aimé assez pour laisser son propre monde derrière elle. Elle signa son nom, Elena Verrett. Elle n'écrivit pas Sterling. Les papiers de divorce exigeaient son nom légal, et techniquement, elle était toujours une Sterling, mais sa signature était un gribouillis aristocratique et lisible qu'elle n'avait pas utilisé depuis un demi-décennie. Elle garda son stylo et se leva. « Tu as 24 heures pour quitter le penthouse, » Béatrice claqua. « Mon sac est déjà dans le hall, » Elena répondit. « Je ne retournerai pas à l'appartement. » Elle se tourna pour partir. À la porte, elle s'arrêta et regarda Marcus. Il vérifiait déjà son téléphone, probablement en train d'envoyer un SMS à Chloé. « Marcus, dit-elle. » Il leva les yeux. « Fais attention avec l'affaire de Tokyo la semaine prochaine, dit-elle doucement. Le groupe Saitama valorise l'honneur plus que le profit. N'utilise pas la stratégie agressive qu'Arthur a rédigée. Ils s'en iront. » Marcus leva les yeux au ciel. « Je pense que je sais comment diriger ma compagnie, Elena. Au revoir. » Elena hocha la tête une fois, ouvrit la lourde porte en chêne et sortit. Alors que la porte claquait, Béatrice laissa échapper un soupir de soulagement. Enfin, la poubelle s'est sortie elle-même. « Maintenant, Marcus, » appelle Chloé. « Nous devons sécuriser le lieu pour la fête de fiançailles. Les Vanderhoven s'attendent à un spectacle. » Marcus sentit un étrange nœud dans son estomac. D'habitude, il se sentait soulagé quand il concluait une affaire. Ceci était différent. On aurait dit qu'il venait de vendre quelque chose de précieux pour des centimes, mais il ne pouvait pas comprendre ce que c'était. Elena sortit de la tour Sterling et entra dans le bruit animé de la 5e avenue. Il pleuvait, une froide, grise bruine de New York. Elle n'avait pas de parapluie. La plupart des femmes dans sa position appelleraient un taxi pour un motel bon marché, comptant leurs centimes. Elena marcha 2 pâtés de maison vers le nord, tourna un coin, et s'arrêta devant un Range Rover Sentinel obscurci qui tournait au ralenti là depuis 20 minutes. La porte arrière s'ouvrit avant même qu'elle ne tende la main vers la poignée. Un homme sortit. Il était massif, mesurant 1,96 m, portant un costume qui coûtait plus que la voiture de Marcus. Il tenait un grand parapluie noir au-dessus de la tête d'Elena, la protégeant instantanément de la pluie. « Mademoiselle », l'homme dit, sa voix un grondement profond avec un fort accent français. « C'est fait. »« C'est fait, Pacal. » Elena dit,
se glissant dans l'intérieur en cuir de la voiture. La chaleur la frappa instantanément. Elle sentait le chêne vieilli et l'eau de Cologne chère, une odeur qu'elle n'avait pas sentie depuis des années. Pascal ferma la porte et se glissa sur le siège du conducteur. Il la regarda à travers le rétroviseur. « Sait-il? Il pense que je suis sans abri. » Elena dit, appuyant sa tête en arrière contre le siège. Elle ferma les yeux. La façade qu'elle avait maintenue pendant 5 ans se fissurait, tombant pour révéler la cire en dessous. Il pense que je vais à un refuge. Lord Thorne attend au hangar privé à Tetborough. Pascal dit alors qu'il tira le lourd véhicule dans la circulation, coupant la route à un taxi jaune avec l'agressivité de quelqu'un qui sait qu'il est intouchable. Il est mécontent. Il voulait venir là lui-même. Si Julien était monté là, il aurait jeté Marcus par la fenêtre, Elena dit, un petit sourire fatigué jouant sur ses lèvres. J'avais besoin de faire cela moi-même. J'avais besoin de voir si Marcus avait encore de la rédemption en lui. S'il avait juste montré un once de gentillesse, peut-être que je l'aurais averti de ce qui arrive. Et il a vérifié sa montre. Elena chuchota. Il a vérifié sa montre pendant qu'il me divorçait. Elle sortit son téléphone. Ce n'était pas l'iPhone 11 fissuré que Marcus lui avait permis d'avoir. C'était un appareil satellite sécurisé que Pascal lui avait remis. Elle composa un numéro. Il sonna une fois. Elle anéna. La voix à l'autre bout était aiguë, autoritaire et distinctement britannique. C'était une voix qui faisait asseoir les premiers ministres plus droits. « Bonjour, Julien, dit-elle. Es-tu en sécurité? Pascal est-il avec toi? »« Je suis en sécurité. Je suis en route pour Titabora. »« As-tu signé? »« Oui. Pas de pension alimentaire, pas de lien. NDA mutuel. » Un rire sombre résonna à travers le téléphone. « NDA mutuel, tu es une fille brillante. Cela signifie que quand la nouvelle éclate, il ne peut pas te poursuivre pour diffamation parce que la vérité n'est pas de la diffamation. Et il ne peut pas prétendre qu'il ne savait pas parce qu'il a signé la renonciation. Tu viens de le priver de sa seule défense. »« Je suis fatigué, Julian. » Elena admit, sa voix se brisant pour la première fois. « Je veux juste rentrer à la maison. » Le jet est alimenté. L'équipage est préparé. Nous allons à Monaco ce soir. Mais Elena, Julien marqua une pause. Le gala Sterling est dans 2 jours. La liste d'invitations inclut le gouverneur, les Van der Hoven et le conseil d'administration. Je sais, Elena dit, ses yeux s'ouvrant. La tristesse était partie, remplacée par une résolution froide et scintillante. Et nous allons y assister. En tant que qui? Julien demanda, bien qu'il connût déjà la réponse. Elena Vance est morte, dit-elle. Elle est morte dans cette salle de conférence. Il est temps pour Elena Valwis de revenir. De retour dans la tour Sterling, l'atmosphère était festive mais tendue. Marcus essayait de travailler, mais il frappait des barrages routiers. Il ouvrit son ordinateur portable pour accéder au dossier confidentiel de Sterling Asia, les documents de stratégie pour l'affaire de Tokyo. Accès refusé. Il fronça les sourcils. Il tapa le mot de passe à nouveau. Accès refusé. C'est bizarre, il murmura. Il prit le téléphone et le composa. C'est Marcus. Pourquoi suis-je exclu du disque de Tokyo? Un instant, monsieur. Le technicien dit. Monsieur, ce disque n'existe pas sur nos serveurs. Que voulez-vous dire qu'il n'existe pas? Je le regardais hier. Ma femme, il s'arrêta. Elena organisait ses fichiers. Monsieur, selon les journaux, ces fichiers étaient hébergés sur un serveur cloud externe privé. La clé d'accès a été révoquée il y a 10 minutes. Le compte utilisateur associé était EV Consulting. Marcus se figea. Elena Vance. Restaure-le, Marcus aboya. Nous ne pouvons pas, monsieur. Ce n'était pas notre serveur. Nous n'avons jamais réellement procédé ces données. Il semblait que nous le faisions, mais c'était mis en miroir depuis une source extérieure.
Quiconque possède cette source a juste débranché. Marcus claqua le téléphone. Bon sang, Helena. Il supposa qu'elle les avait supprimés par dépit. Mesquin, il pourrait les réécrire. Il était un Sterling. Il n'avait pas besoin de ses notes. Béatrice entra tenant un verre de champagne. Chloé est en train de monter. Elle veut parler des arrangements floraux pour le mariage. Elle pense aux orchidées. Cher, mais ça vaut le coup. Pas maintenant, mère, Marcus claqua. Helena a trafiqué les fichiers avant de partir. Béatrice fit un geste de la main dédaigneux. Elle ne fait que se défouler. Ignore-le. Oh, au fait, je viens de recevoir un appel de l'organisateur de l'événement pour le gala de samedi. Apparemment, un invité VIP vient de demander un créneau d'atterrissage de dernière minute pour un jet privé sur la piste d'atterrissage du domaine pendant la fête. Qui? Marcus, raclement de gorge, demanda distraitement. Il ne voulait pas dire juste que c'est un jet lourd, de classe Gulfstream ou Bombardier, très en vue. Peut-être le gouverneur. Marcus redressa sa cravate. Son ego gonfla instantanément. Ce doivent être les investisseurs de Dubaï. Ils ont entendu parler du divorce et savent que je suis prêt à jouer dur. Bien, laisse-les atterrir. Je veux que tout le monde voie à quel point la famille Sterling est vraiment puissante. Parfait, Béatrice sourit. Je m'assurerai que la sécurité est prête à les accueillir. Ce gala sera l'événement de la décennie. Ce serait l'événement de la décennie certainement, mais pas pour les raisons que Béatrice Sterling pensait. L'aéroport de Teterboro, New Jersey, est d'où partent les 1%. Mais le hangar privé où Helena est arrivée était réservé aux 0,01%. La voiture s'arrêta juste sur le tarmac. Assis là, brillant sous les projecteurs, se trouvait un Gulfstream G150R. Il n'était pas peint en blanc standard. Il était noir mat avec des accents argentés. Le numéro de queue ne se terminait pas par l'immatriculation américaine. Il était enregistré aux îles Caïmans. Alors que Pascal ouvrait sa porte, un homme descendit les escaliers du jet. Julian Thorne. Il avait 42 ans, avec des cheveux poivre et sel, des yeux de la couleur des mers orageuses et une mâchoire qui semblait sculptée dans le granit. Il portait un costume bleu marine, sans cravate, le bouton supérieur de sa chemise blanche défait. Julian était un fantôme dans le monde financier. Il possédait des lignes maritimes, des mines de terre rares en Afrique et des entreprises technologiques dans la Silicon Valley. Mais on voyait rarement son nom dans Forbes. Il préférait le pouvoir à la célébrité et il était amoureux d'Helena Valwis depuis qu'ils étaient adolescents dans un pensionnat en Suisse. Helena sortit de la voiture. Julian n'attendit pas. Il traversa le tarmac à grandes enjambées et la tira dans une étreinte écrasante. Il sentait la pluie et le bois de santal. « Je te tiens », il chuchota dans ses cheveux. « Je te tiens ». Et le Lanena lâcha enfin. Les larmes qu'elle avait retenues dans le bureau de l'avocat trempèrent sa chemise chère. « Je me sens si stupide, Julian. J'ai essayé si fort d'être normal, de vivre une vie simple. »« Tu es tombée amoureuse, » Julian dit, reculant et lui prenant le visage entre ses mains. « Il n'y a pas de honte à cela. Mais tu es tombée amoureuse d'un homme qui s'aime plus que toute autre chose. C'est son échec, pas le tien. »« Il m'a traité comme une servante, dit-elle, sa voix se durcissant. Sa mère m'a traité comme un chien errant. Et samedi, Julian dit, ses yeux s'assombrissant d'une promesse dangereuse, nous allons leur rappeler que les chiens errants ont des loups pour ancêtres. Raclement de gorge. Ils montèrent les escaliers dans le jet. L'intérieur était différent de tout ce dans quoi Marcus avait jamais volé. Cuir crème, luminaire doré, une chambre complète et une zone de conférence. Alors que le jet roulait vers la piste, Helena s'assit près de la fenêtre, regardant les lumières de New York s'estomper. « Un verre ?» Julian offrit, versant un verre de Dom-Pérignon vintage. « Julian » Helena dit, ignorant de champagne. « L'affaire de Tokyo,
Marcus va le ruiner. Laisse-le, Julian dit, s'asseyant en face d'elle. Non, tu ne comprends pas. Si l'accord échoue, 3000 travailleurs de l'usine de fabrication en Ohio perdent leur emploi. Marcus a mis à profit le fonds de pension pour financer l'acquisition. S'il échoue, il ne perd pas juste de l'argent. Des gens innocents perdent tout. Julian l'étudia. Même maintenant, après tout ce que Marcus a fait, elle s'inquiétait pour les ouvrières de l'usine. C'est pourquoi elle était la chef légitime de la dynastie Valwes. « Alors, que veux-tu faire? » Julian demanda. « Je veux acheter la dette, Elena dit. Julian leva un sourcil. « Tu veux acheter la dette de Sterling Enterprises? »« Je veux acheter le prêt que Marcus a contracté pour l'affaire de Tokyo. Je veux posséder le raclement de gorge Nut. Quand il fera défaut, et il fera défaut sans ma stratégie, je veux être celle qui tient la laisse. » Julian sourit. C'était un sourire de prédateur. « Cela te coûtera environ 300 millions de dollars. » Elena atteignit son sac fourre-tout et en sortit une petite pochette en velours. Elle la renversa. Une bague glissa sur la table. Ce n'était pas une alliance. C'était une chevalière, en or lourd, portant le blason d'un phénix renaissant des flammes. Le blason Valwes. Mon fonds fiduciaire se débloque au moment où je suis divorcée, Elena dit. J'ai accès à la liquidité familiale à partir de... Elle vérifia sa montre. Il y a 10 minutes. Julian rit, un son authentique et chaleureux. Mon Dieu, tu m'as manqué. Garde ton argent. J'achèterai la dette via une société écran demain matin. Considérez cela comme un cadeau de bienvenue. Merci, dit-elle. Maintenant, Julian se pencha en avant. Parlons de samedi le gala. Tu as besoin d'une robe. Et pas n'importe quelle robe. Tu as besoin d'une arme. Et la nana sourit pour la première fois depuis des mois. Un vrai sourire. J'ai déjà appelé Versace. Donatella nous rencontre à Monaco. Le soleil matinal sur la côte d'Azur frappa la terrasse de la Villa Leopolda comme un projecteur. C'était l'une des résidences privées les plus chères du monde. Perchée sur les collines de Villeron-sous-Méard, surplombant la Méditerranée. Julian Thorne ne l'a pas juste louée, il la possédait. Elena se tenait sur le balcon enveloppée dans une robe de soie qui coûtait plus que le chèque de règlement que Marcus lui avait offert. L'air salin remplit ses poumons, purifiant l'air vicié et recyclé de la tour Sterling. Pendant 5 ans, elle avait étouffé. Aujourd'hui, elle pouvait respirer. À l'intérieur du grand salon, l'atmosphère était frénétique mais contrôlée. Des portants de vêtements tapissaient les murs, Chanel, Dior, McQueen. Mais la pièce maîtresse était un mannequin de robe debout au milieu de la pièce, assisté par 3 couturières et une femme aux cheveux blonds platine emblématique. Trop serré à la taille, Donatella Versace dit, sa voix rauque et autoritaire. Elle a besoin de respirer, mais elle a aussi besoin de le détruire. C'est une ligne fine. Elena rentra à l'intérieur. Donatella, c'est magnifique. Ce n'est pas juste magnifique, Cara, la designer dit, se tournant pour faire face à Elena. C'est une armure. Julian m'a raconté l'histoire. Cet homme, ce Sterling, il a essayé de te rendre invisible, alors nous te rendons impossible à manquer. Elena passa sa main sur le tissu. C'était une création sur mesure, un velours bleu nuit profonde qui semblait absorber la lumière. Orné de milliers de saphirs écrasés le long du décolleté et d'une fente qui montait dangereusement haut sur la cuisse. C'était élégant, royal et absolument terrifiant. Julian entra tenant une tablette. Il portait un pantalon en lin et une chemise blanche, ayant tout l'air du maître de ce domaine. L'acquisition de la dette est complète, Julian annonça calmement. Elena se tourna, ses yeux grands ouverts. Déjà? C'était remarquablement facile, Julian dit, se versant un expresso. Marcus a financé l'expansion de Tokyo par un prêt mezzanine à haut risque d'une société de capital investissement à Zurich. La firme était nerveuse à propos des rumeurs de son divorce. Ils savent que tu étais le cerveau derrière l'opération. Quand ma société écran, Phoenix Holdings, a offert d'acheter la dette à sa valeur nominale,
Ils m'ont pratiquement jeté les papiers. Alors, tu le possèdes? Elena dit, la réalisation s'installant. Techniquement, nous le possédons, Julien corrigea. J'ai mis la société de portefeuille à ton nom, Elena. Raclement de gorge. Tu es la créancière. Si Marcus manque une seule exigence du pacte, ce qu'il fera parce qu'il ne lit pas les petits caractères, tu as le droit de rappeler le prêt immédiatement. C'est 300 millions de dollars dus dans les 24 heures. Il n'a pas la liquidité, Elena chuchota. Il a tout dépensé pour la rénovation des Hamptons et la bague pour Chloé. Exactement. Julian sourit. Il devrait liquider ses actifs personnels. Le penthouse, le yacht, les actions de la compagnie. Tu tiens la hache, Elena. Tu as juste à décider quand la balancer. Elena regarda la robe, puis Julian. Pendant des années, elle s'était sentie impuissante. Marcus tenait les cartes de crédit, les clés de la maison, le calendrier social. Il l'avait fait se sentir comme une invitée dans sa propre vie. Maintenant, elle tenait l'acte de toute son existence. Pas encore, Elena dit, sa voix calme. Si je rappelle le prêt maintenant, c'est juste des affaires. Il le fera passer. Il dira qu'il a été victime d'une OPA hostile. Je veux qu'il sache que c'était personnel. Je veux qu'il me regarde dans les yeux quand son monde s'écroulera. Alors nous nous en tenons au plan pour le gala, Julian dit. Nous arrivons, nous la perturbons, nous le faisons paniquer et quand il fait une erreur, tu frappes. Plus tard ce soir-là, Elena s'assit devant un miroir de vanité pendant qu'un styliste travaillait sur ses cheveux. Elle l'avait coupé. Les longues vagues brunes et sensées que Marcus aimait parce qu'elle la faisait paraître maternelle avaient disparu. Raclement de gorge. Ses cheveux étaient maintenant un carré plongeant net teint d'une riche couleur expresso foncée. Cela mettait en valeur ses pommettes et ses yeux. Elle appliqua une couche de rouge à lèvres rouge sang. Julian apparut dans l'embrasure de la porte, vêtu d'un smoking qui lui allait comme une seconde peau. Il marqua une pause, la fixant. « Tu as l'air d'une reine, dit-il doucement. »« Je me sens comme une, » Elena répondit. Elle se leva, la robe bleu nuit cascadant autour d'elle. Elle ramassa un collier sur le plateau de velours, un ras du cou de diamants et de saphirs qui avait autrefois appartenu à sa grand-mère, la comtesse de Valois. Elle ne l'avait pas porté depuis les funérailles de son père. « Pascal a le jet prêt, » Julian dit, lui offrant son bras. « C'est un vol de 7 heures pour New York. Nous atterrissons juste au moment où les discours commencent. » Elena prit son bras. Sa main était stable. « Allons s'incruster à un mariage, dit-elle. » Le domaine Sterling dans les Hamptons était conçu pour intimider. C'était un vaste complexe de 20 acres avec des pelouses bien entretenues, une plage privée et une maison principale qui ressemblait à une imitation à couper le souffle de Versailles. Ce soir, il était illuminé comme un carnaval. 300 invités déambulaient sur la pelouse. C'était le gratin de la société new-yorkaise. Sénateurs, magnats de la technologie, familles de vieilles richesses et grimpeurs sociaux avides. Des tentes blanches furent érigées pour protéger les invités du vent, remplies de tours de fruits de mer, de fontaines de champagne et de milliers d'orchidées blanches, la demande de Chloé. Marcus se tenait près de la scène, faisant tournoyer son scotch. Il en était déjà à son 3e. Il aurait dû être heureux. Il était libre. Il était riche. Il épousait une Vanderhoven, mais il ressentait un sentiment lancinant d'appréhension. Souris chérie, Chloé gazouilla, apparaissant à ses côtés. Elle portait une robe rose à volants qui ressemblait à une explosion de confiserie. C'était bruyant, cher et manquait de toute subtilité. Le photographe de Vogue est ici. Nous devons avoir l'air heureux. Je suis heureux, Marcus mentit, forçant un sourire. As-tu entendu? Chloé chuchota bruyamment. Arthur m'a dit qu'Elena avait réellement signé les papiers. Pas de combat. Je t'avais dit qu'elle était faible. Elle est probablement retournée à n'importe quel parc de caravane d'où elle a rampé. Marcus tressaillit.
Elle n'a pas rampé hors d'un parc de caravanes, Chloé. Oh, arrête de la défendre. Elle est de l'histoire ancienne. Ce soir est à propos de nous. Béatrice arriva, l'air triomphant dans la Médorée. Marcus, le gouverneur te demande et les investisseurs de Dubaï sont ici. Ils sont très impressionnés par l'installation. Ces fiançailles sont le meilleur coup de PR que tu aies jamais fait. La sécurité est-elle stricte? Marcus demanda, balayant le périmètre. Je ne veux pas que la presse s'incruste. S'il te plaît, Béatrice ricana, nous avons d'anciens du Mossad aux portes. Une souris ne pourrait pas entrer sans invitation. À ce moment, un grondement sourd commença à vibrer à travers le sol. Cela commença comme un bourdonnement, puis grandit en un rugissement qui noya le quatuor à cordes jouant Vivaldi. Les invités levèrent les yeux, protégeant leurs yeux contre le soleil couchant. « Qu'est-ce que c'est ?» Chloé hurla, serrant ses perles. Une ombre balaya la fête. Un énorme Gulfstream JC50 ou peint noir mat avec des extrémités d'ailes argentées arrivait bas, dangereusement bas. Il rugit au-dessus du domaine à peine à 500 pieds, le moteur hurlant de puissance brute. Le vent de son sillage fit teinter les verres de champagne et envoya les serviettes voler. « Que diable fait ce pilote ?» Marcus cria, renversant son verre. Le jet vira brusquement, se dirigeant vers la piste d'atterrissage privée qui bordait le domaine Sterling. Une piste d'atterrissage que Marcus utilisait rarement parce que son propre jet était trop petit pour la nécessité. C'est un jet lourd. Un homme à côté de Marcus marmonna. Il était un passionné d'aviation. C'est un oiseau de 65 millions de dollars. Qui connais-tu avec ce genre de matériel? Marcus. Marcus ne répondit pas. Il regarda le jet atterrir sur la piste privée à 1 mile de distance, mais clairement visible à travers la vaste étendue plate de la pelouse. La fête s'était arrêtée. Les discours étaient oubliés. Tous les yeux étaient sur la machine noire élégante roulant jusqu'à s'arrêter au bord de la propriété, juste là où la route d'accès privé rencontrait le terrain de la fête. « Ignore-le », Béatrice commanda, essayant de reprendre le contrôle. Probablement juste une arrivée tardive impolie. Orchestre continuait de jouer. Mais personne n'écoutait l'orchestre. Un convoi de 3 SUV noirs qui avaient attendu au périmètre se précipita vers le jet. Les escaliers de l'avion s'abaissèrent. Quelques instants plus tard, les SUV retournèrent vers l'entrée de la fête. Les gardes de sécurité à la porte s'avancèrent pour les arrêter, mais le SUV de tête ne ralentit pas. La fenêtre s'abaissa et un badge fut montré. Les portes s'ouvrirent. « Qui est-ce » Chloé gémit. « Il ruine mon entrée. » Les SUV s'arrêtèrent juste au bord du tapis rouge. La musique s'éteignit complètement. Le silence était lourd, rempli seulement du bruit de l'océan et des moteurs au ralenti. Le conducteur de la voiture de tête sortit. Pascal. Il semblait encore plus imposant en smoking. Il fit le tour jusqu'à la porte passagère arrière et l'ouvrit. D'abord, une canne apparut. Une canne noire élégante avec une poignée argentée en forme de tête de loup. Puis, raclement de gorge, Julian Thorne sortit. Un halètement collectif ondula à travers la foule. Julian était une légende, un mythe. Il n'assistait jamais aux événements sociaux. C'était l'homme qui mangeait des concurrents pour le petit déjeuner. « Est-ce Julian Thorne ?» Le gouverneur chuchota à son aide. « J'essaye d'obtenir un rendez-vous avec lui depuis 2 ans. » Julian se tint près de la porte et tendit sa main. Une jambe de femme apparut. Un talon aiguille claqua sur le pavé. Helena se leva de la voiture. Le silence se rompit. 100 murmures éclatèrent à la fois. « Est-ce? Non, ce n'est pas possible. Regarde cette robe. Est-ce Helena Sterling? » Elle se tenait grande, le velours bleu nuit épousant ses courbes, les saphirs attrapant les projecteurs comme des étoiles. Son carré foncé était net, ses lèvres rouges courbées en un sourire mystérieux et impassible. Elle ne ressemblait pas à la femme qui avait organisé des ventes de pâtisseries caritatives. Elle ressemblait à une déesse de la vengeance. Marcus sentit le sang quitter son visage.
Il laissa tomber son verre. Il se brisa sur le patio en pierre, mais le son fut perdu dans le remue-ménage. Elena, il étouffa. Béatrice marcha en avant, son visage prenant une teinte de rouge violente. C'est un événement privé. Sécurité. Enlevez cette intruse. 2 gardes de sécurité hésitèrent, puis s'avancèrent vers Elena. Pascal s'interposa devant eux, croisant ses bras massifs. Il ne dit pas un mot. Il regarda juste. Les gardes s'arrêtèrent, sentant qu'avancer entraînerait des dommages corporels immédiats. Elena plaça doucement une main sur le bras de Pascal pour l'abaisser. Elle regarda au-delà des gardes, au-delà de Béatrice, croisant les yeux directement avec Marcus. « Béatrix », Elena dit, sa voix projetant clairement à travers la pelouse silencieuse. « Il n'y a pas besoin de scène. Nous ne nous incrustons pas. » Elle atteignit une petite pochette incrustée de diamants et en sortit une épaisse enveloppe couleur crème. « Nous avons reçu une invitation. »« Ah oui !» dit-elle, la tenant en l'air, adressée à l'occupant du penthouse, puisque l'acte de propriété du penthouse n'a pas techniquement été validé par le bureau du greffier du comté avant lundi. Je crois que c'est toujours moi. C'était une technicité, une faille. Béatrix avait envoyé des invitations en masse à toute leur propriété pour que le personnel les distribue, ne pensant jamais qu'Elena en recevrait une. Julian s'avança à ses côtés, plaçant une main possessive sur le bas de son dos. Il regarda la foule, ses yeux frouets et amusés. « Bonsoir, Julien, raclement de gorge, dit, sa voix douce et riche. J'espère que nous ne sommes pas en retard. Elena insistait pour que nous nous arrêtions à Monaco pour prendre quelque chose d'approprié à porter. Vous savez comment elle est concernant les standards. » Le gouverneur dépassa Marcus. « Julian Thorne, mon Dieu, quelle surprise. »« Gouverneur !» Julian hocha la tête, serrant la main de l'homme, mais gardant son attention sur Elena. « Avez-vous rencontré ma partenaire? Je crois que vous connaissez Elena, mais peut-être pas cette version d'elle. » La foule s'écarta alors qu'Elena et Julien montaient de tapis rouge. Ils ne marchaient pas comme des invités. Ils marchaient comme s'ils possédaient le sol sous leurs pieds. Marcus resta figé. Chloé tirait sur son bras, sifflant. « Fais quelque chose. Elle porte du Versace, c'est mon designer. » Elena s'arrêta à 3 pieds de Marcus. Elle sentait le parfum cher et l'ozone. Elle le regarda de haut en bas. Son raclement de gorge expression était d'un léger amusement, comme si elle regardait un enfant qui avait renversé du lait. « Bonjour Marcus, dit-elle. Belle fête. Les orchidées sont un peu excessives, ne penses-tu pas? Mais encore une fois, la subtilité n'a jamais été ton point fort. Que fais-tu ici? » Marcus siffla, sa voix tremblante. « Je t'ai payé pour partir. » Elena se pencha près pour que seul lui puisse entendre. « Tu as payé Elena Vance pour qu'elle parte, Marcus. Elle est partie. Tu as affaire à Elena Valwest maintenant. Et tu aurais vraiment dû vérifier qui a acheté ta dette de Tokyo ce matin. » Elle recula, fit un clin d'œil et passa devant lui vers le bar, Julian à ses côtés. Marcus sentit son téléphone vibrer dans sa poche. Il le sortit avec des mains tremblantes. C'était un SMS de son directeur financier. « Alerte! Changement de propriétaire dans le prêt mezzanine. Le nouveau créancier est Phoenix Holdings. Ils viennent de signaler une violation d'engagement. Ils réclament le montant total. 300 métas dus demain. » Marcus leva les yeux vers Elena, qui riait à quelque chose que le gouverneur avait dit, un verre de champagne à la main. Le piège n'avait pas juste sauté. Il lui avait brisé le cou. La fête de fiançailles s'était transformée d'un couronnement en veillée funèbre. Le quatuor à cordes jouait toujours une valse joyeuse, mais la tension sur la pelouse était assez épaisse pour s'étouffer. Marcus Sterling se tenait près de la sculpture de glace d'un cygne, son téléphone serrant son oreille comme une bouée de sauvetage. Il transpirait malgré la brise océanique fraîche. À l'autre bout de la ligne se trouvait son directeur financier, un homme qui parlait habituellement d'un ton calme et mesuré,
sonnant maintenant comme s'il était au bord d'une crise de panique. « Que voulez-vous dire par remboursement immédiat? » Marcus siffla, tournant le dos aux invités. « C'est un prêt de 30 ans. » « C'était un prêt de 30 ans, monsieur, » balbutia le directeur financier. « Mais il y a une clause de changement de contrôle et une clause de changement défavorable significatif dans les petits caractères. Le nouveau créancier Phoenix Holdings les a invoqués. Ils affirment que votre règlement de divorce a considérablement modifié vos ratios de liquidité. Ils ont gelé les comptes d'exploitation, Marcus. Nous ne pouvons pas payer les salaires vendredi. » Marcus regarda à travers la pelouse. Elena tenait court près du bar à huîtres. Elle riait doucement à quelque chose que le gouverneur avait dit, sa main reposant légèrement sur le bras de Julian Thorne. Elle avait l'air radieuse, puissante et complètement intouchable. Il raccrocha le téléphone et marcha vers elle. Il ne se souciait plus des invités. Il ne se souciait plus de l'optique. Il était un homme qui se noyait et elle était l'océan. « Elena !» il aboya, interrompant le gouverneur. Le cercle des élites de la haute société tomba silencieux. Julian se tourna lentement, son expression une d'irritation ennuyée, comme un lion dérangé par une mouche. « Marcus !» Elena dit, sa voix fraîche et agréable. « Je crois que vous interrompez le gouverneur. »« Je m'en fiche. » Marcus claqua, son visage rougit. « Nous devons parler maintenant, en privé. » « Je n'ai rien à te dire en privé, Marcus, » Elena répondit, prenant une gorgée de son champagne. « Mon avocat, Arthur, a rendu cela très clair. Ou plutôt, votre avocat l'a fait. »« Tu as acheté la dette, » Marcus accusa, sa voix montant. « Tu as utilisé une société écran pour acheter le prêt de Tokyo. C'est du délit d'initié. C'est de la fraude. » « En fait, » Julian interjeta en douceur, c'est une acquisition d'actifs en difficulté parfaitement légale. Elena a simplement vu un mauvais investissement et a décidé de le corriger. « Tu essaies de me ruiner », Marcus cria. La musique s'arrêta, chaque tête tourna. Chloé Vanderhoven, sentant le changement de pouvoir, fit un pas subtil loin de son fiancé. Elena tendit son verre à un serveur qui passait. Elle s'avança, le velours bleu nuit de sa robe tourbillonnant autour de ses jambes. Elle ne regarda pas Marcus. Elle regarda à travers lui. « Je n'essaie pas de te ruiner, Marcus. Tu as fait ça toi-même, » dit-elle, sa voix portant à travers la foule silencieuse. « Tu as mis la compagnie à fond pour acheter un yacht dont tu n'avais pas besoin et une bague pour une femme qui ne t'aime pas. Tu as viré les 3 ingénieurs les plus expérimentés de l'usine d'Ohio pour réduire les coûts, ruinant la qualité du produit. Tu as ignoré les protocoles culturels du groupe Saitama, les insultant à leur face. » Elle marqua une pause, ses yeux lançant des éclairs. « Je n'ai pas acheté la dette pour détruire la compagnie. Je l'ai achetée pour la sauver de toi. » Beatrice Sterling se fraya un chemin à travers la foule, son visage un masque de fureur. « Comment oses-tu, toi, petite saleté ingrate, après tout ce que nous t'avons donné? Sécurité, fais-la sortir d'ici. » Elle leva sa main pour frapper Elena. C'était un geste désespéré, sans classe, mais la main n'atteignit jamais. Pascal bougea plus vite qu'un homme de sa taille ne devrait être capable. Il attrapa le poignet de Béatrix en plein vol, le tenant avec une poigne de fer. Il ne serra pas, mais il ne lâcha pas. « Je ne recommanderais pas là, madame, » gronda Pascal. Elena regarda son ancienne belle-mère avec pitié. « Laisse-la partir, Pascal. Elle n'est pas une menace. Elle est juste une relique. » Pascal relâcha Béatrice, qui trébucha en arrière, haletant d'indignation. Elena se tourna de nouveau vers Marcus. « Voici la situation, Marcus. Phoenix Holdings possède officiellement la note. Tu as fait défaut. À partir de demain matin, j'exerce mon droit de convertir la dette en un capitaux propre. » Les yeux de Marcus s'écarquillèrent d'horreur. « Capitaux propres? Tu ne sais pas lire le contrat, » Elena dit. « En cas de défaut, le créancier a l'option de saisir des parts de contrôle équivalentes à la valeur de la dette.
Puisque tu dois 300 millions et que l'action de la compagnie a chuté de 20% depuis que la nouvelle de ton comportement erratique a fuité, cela me donne 51%. Le calcul le fera pas comme un coût physique. 51%. Tu prends note de ma compagnie, il chuchota. Je prends ma compagnie, Elena corrigea. La compagnie que j'ai construite pendant que tu jouais au golf. La compagnie que j'ai sauvée pendant que tu trichais. Elle se tourna vers la foule. Je m'excuse pour la perturbation. Tout le monde, s'il vous plaît, profitez de la fête. Je crois que le bar est toujours ouvert, bien que je ne puisse pas promettre que l'autre puisse payer l'addition. Elle se tourna pour partir, Julien la guidant. Mais le coup de couteau final vint de Chloé. La mondaine blonde regarda Marcus, puis les messages textes frénétiques sur son propre téléphone de son père, l'avertissant de se distancier du crash Sterling. « Marcus, » Chloé dit, sa voix stridente. « Est-ce vrai? Es-tu ruiné? » « Chloé, c'est juste un contretemps. Je peux le réparer. » Marcus plaida, tendant la main vers elle. « Ne me touche pas. » Elle recula. Elle retira l'énorme bague de diamants de son doigt, la bague achetée avec la liquidité de la compagnie, et la jeta sur sa poitrine. « Je n'épouse pas un échec. Mon père m'avait prévenu à ton sujet. » Chloé s'éloigna en colère vers le stand des voituriers. Marcus se tenait seul au centre de la pelouse. Sa mère pleurait. Sa fiancée était partie. Sa compagnie était partie. Et la femme qu'il avait jetée comme une poubelle marchait vers un jet de 65 millions de dollars main dans la main, avec un homme meilleur. Elena ne regarda pas en arrière. Elle n'en avait pas besoin. L'édition du matin du Wall Street Journal était posée au centre de la table de conférence en verre. Le titre était gras, impitoyable et impossible à ignorer. Le coup silencieux. Comment la mondaine Elena Valwes ait renversé l'Empire Sterling en 21 jours. L'article détaillait tout. Il suivait l'acquisition secrète de la dette de Tokyo. Il analysait les clauses de changement de contrôle qui avaient déclenché le défaut. Il avait même une encadrée spéculant sur la romance entre la mystérieuse Harris et le milliardaire reclus Julian Thorne. Mais à l'intérieur de la salle de conseil au 42e étage de la Tour Sterling, l'ambiance n'était pas sensationnelle. C'était Marcus Sterling, assis à l'extrémité de la table. Il y a 3 semaines, il avait été le roi de New York. Il avait une fiancée, une valeur nette à 9 chiffres, et une mère qui contrôlait le registre social. Aujourd'hui, il était seul. Il avait l'air terrible. Le costume Tom Ford anthracite qu'il portait était le même qu'il avait porté hier. Sa cravate était desserrée, ses yeux cerclés de rouge. Il n'avait pas dormi depuis la nuit du gala. Son téléphone, d'habitude bourdonnant d'offres d'affaires et d'invitations à des fêtes, était silencieux depuis des jours, sauf pour les appels des créanciers. Béatrice, sa mère, avait fui vers la villa de sa sœur en Toscane au moment où la carte de crédit a cessé de fonctionner, laissant Marcus faire face au peloton d'exécution seul. Les lourdes portes en chaîne s'ouvrirent. L'atmosphère dans la pièce changea instantanément. L'air, auparavant vicié et lourd de défaite, sembla se charger d'électricité. Elena entra. Elle ne portait pas les doux pulls beige de son mariage. Elle portait un tailleur pantalon blanc structuré d'Alexander McQueen, taillé à la perfection tranchante comme un rasoir. Ses cheveux foncés étaient tirés en arrière, révélant les puces de diamants dans ses oreilles. Elle ne ressemblait pas à une femme qui avait été divorcée. Elle ressemblait à une PDG qui venait de terminer une fusion. À sa droite marchait Julian Thorne. Raclement de gorge. Il portait un costume bleu marine, déboutonné au col, rayonnant une confiance calme et prédatrice. À sa gauche marchait Arthur Penhaligon. Marcus tressaillit quand il vit Arthur, son propre avocat, l'homme qui avait rédigé le règlement insultant de 50 000 $. « Arthur? » Marcus croissa, sa voix se brisant. « Tu la représentes? » Arthur ne regarda même pas Marcus. Il tira une chaise pour Elena. « Je représente l'actionnaire majoritaire, Marcus. Mon allégeance était à la compagnie. Et à partir de 8h ce matin, c'est Mademoiselle Valwes. » Elena s'assit à la tête de la table,
l'ancien siège de Marcus. Elle plaça ses mains sur la surface en acajou, la même table où elle avait signé sa vie moins d'1 mois auparavant. « Bonjour, Marcus, » dit-elle. Sa voix était terrifiante de calme. Elle n'était pas en colère. Raclement de gorge, elle n'était pas amère. C'était la voix d'un chirurgien sur le point de faire une incision. « Tu ne peux pas faire ça, » Marcus chuchota, bien qu'il sût qu'elle l'avait déjà fait. « Le conseil ne l'approuvera pas. » « Le conseil l'a déjà approuvé, » Julian dit, prenant le siège à côté d'Elelanena. Il fit glisser un épais dossier sur le bois poli. « Nous avons tenu un vote d'urgence à 6 heures du matin. Puisque Phoenix Holdings a converti la dette en capitaux propres, Elena contrôle maintenant 51% des actions votantes. Le conseil la sert maintenant. » Marcus fixa le dossier. « Alors c'est ça. Tu vas juste me virer de ma propre compagnie? » « Non, » Elena dit, « je ne te vire pas. » Marcus leva les yeux, un éclair d'espoir dans ses yeux. « Je t'efface, » elle termina. Elle ouvrit le dossier devant elle. « Nous faisons un rebranding. Sterling Enterprises est un nom endommagé. Le raclement de gorge marché l'associe à la volatilité, au mauvais jugement et aux fiançailles ratées. À partir de midi aujourd'hui, les tickers au NYSE changeront pour ValWest Global. Ton nom est retiré du bâtiment, Marcus. Il est retiré de l'entête. Il est retiré de la fiducie. Elena, s'il te plaît. » Marcus se pencha en avant, le désespoir s'infiltrant dans son ton. « J'ai construit ça. » « Non. » Elena le corrigea sèchement. « Ton grand-père l'a construit. Tu l'as hérité. Et je l'ai sauvé. » Elle ramassa un document. « Passons en revue l'état des choses. Quand j'ai pris en charge les livres il y a 3 semaines, la compagnie faisait une hémorragie de trésorerie. Tu avais mis le fonds de pension en levier pour payer la rénovation des Hamptons. Tu avais aliéné le groupe Saitama à Tokyo. Tu étais à quelques jours d'une enquête fédérale pour utilisation abusive de fonds. » Elle marqua une pause, laissant le poids de ses échecs s'installer dans la pièce. « Au cours des 20 derniers jours, j'ai réembauché des ingénieurs que tu as virés. Je me suis personnellement excusé auprès des représentants Saitama en japonais courant au fait, une langue que j'ai apprise pendant que tu faisais la fête. Ils ont re-signé le contrat. Le prix de l'action a rebondi de 12% depuis l'annonce que je prenais la barre. » Marcus s'affala dans sa chaise. Il avait l'air petit. L'arrogance qu'il avait définie pendant des années s'était évaporée, laissant derrière elle un garçon effrayé. « Que m'arrive-t-il » il demanda. « Cela dépend des 5 prochaines minutes. » Elena dit. Elle fit signe à Arthur. L'avocat fit glisser une seule feuille de papier vers Marcus. « Tu détiens toujours 12% des actions B. » Elena expliqua. « Elles sont non votantes, mais elles existent. Je ne te veux pas sur ma table de capitalisation, Marcus. Je veux une rupture nette. Ceci est une offre de rachat. » Arthur déclara professionnellement. Marcus regarda le chiffre, ses yeux s'écarquillèrent. « 10 millions. La participation vaut 100 millions sur papier. » Sur papier, Julian interjeta en douceur. « Mais si tu ne vends pas, nous diluerons tes actions. Nous émettrons de nouvelles options d'achat d'actions pour les employés. D'ici Noël, tes 12% vaudront moins que l'encre sur cette banane. De plus, nous connaissons tes dettes personnelles. La bague de fiançailles, l'acompte du yacht. Tu dois aux banquiers 15 pas 15 millions personnellement. Tu es sous l'eau. » Marcus, c'était un échec et mat. Un échec et mat brutal, inévitable. « Si tu signes, » Elena dit, « tu obtiens 10 millions. Assez pour rembourser les banques, garder le penthouse et disparaître. Tu peux vivre une vie tranquille. Tu peux aller en Europe. Tu peux faire ce que tu veux tant que ce n'est pas IT. » Marcus ramassa le stylo. Sa main tremblait si fort que la pointe tapait contre le papier. Il regarda Elelanena une dernière fois. Il chercha sur son visage la femme qu'il avait épousée, la femme qui lui faisait du thé quand il était malade, la femme qui écoutait ses diatribes sur sa mère. Elle, il chuchota, utilisant son ancien surnom. « M'as-tu déjà vraiment aimé?
Ou ce mariage entier n'était-il qu'une longue escroquerie? As-tu toujours été cette louve? L'expression d'Helena s'adoucit juste pour une fraction de seconde. La façade d'acier se fissura, révélant l'humain en dessous. « Je t'ai aimé plus que je ne m'aimais moi-même, Marcus, » dit-elle doucement. « J'ai signé ce contrat prénuptial il y a 5 ans avec un sourire. J'ai travaillé dans l'ombre pour toi. J'ai subi les abus de ta mère. Je me suis faite petite pour que tu puisses te sentir grand. » Elle se pencha en avant, ses yeux durcissant en diamant. « Mais tu ne voulais pas une partenaire. Tu voulais une fan. » Raclement de gorge. « Et quand tu t'es ennuyé, tu as essayé de me jeter comme une serviette usagée. Tu as oublié la chose la plus dangereuse à mon sujet, Marcus. »« Quoi? »« Je suis une Valois, dit-elle. Nous ne nous brisons pas. Nous brûlons et puis nous nous levons. » Marcus regarda vers le bas. Il signa le papier. Marcus Sterling. C'était fini. Il se leva, laissant le chèque sur la table pour qu'Arthur le traite. Il marcha vers la porte, ses pas résonnant dans la grande pièce silencieuse. Raclement de gorge. Il marqua une pause au seuil, regardant en arrière la vue de la ville qu'il pensait autrefois posséder. Puis il sortit, fermant la porte sur son héritage. Le silence qui suivit était lourd, mais il n'était pas oppressant. C'était le silence d'un champ de bataille après que la guerre est gagnée. « Eh bien, » Julian dit, rompant la tension. Il se leva et marcha vers la fenêtre, regardant l'horizon de Manhattan. « Cela s'est mieux passé que je ne m'y attendais. Je pensais qu'il pourrait pleurer. »« Il le voulait, » Helena dit, laissant échapper un long souffle qu'elle avait l'impression de retenir depuis 5 ans. Elle s'affaissa légèrement dans la chaise, l'adrénaline s'estompant. Arthur se leva, boutonnant sa veste. « Je déposerai les papiers de transfert auprès de la Ceci immédiatement, Mademoiselle Velwis. Félicitations, vous possédez officiellement la participation de contrôle. »« Merci, Arthur, » Helena dit. « Et Arthur? »« Oui. Rédige un bonus pour les ingénieurs d'Ohio. Ils sont restés avec nous à travers l'incertitude. Je veux qu'ils sachent que la loyauté est récompensée ici. » Arthur sourit, un sourire authentique rare pour lui. Raclement de gorge. « Je m'en occuperai. » Il quitta la pièce. Helena se leva et marcha vers la fenêtre, se tenant à côté de Julian. La ville avait l'air différente d'ici. Avant, elle avait l'air d'une cage de verre et d'acier. Maintenant, elle avait l'air d'un puzzle qu'elle avait finalement résolu. Julian se tourna vers elle. Il ne la toucha pas. Pas encore. Il la regarda juste avec une intensité qui lui rendit les genoux faibles. « Tu étais magnifique, dit-il. » J'étais terrifié, elle admit pour une seconde. Quand il me regardait, je me sentais de nouveau comme la serveuse. J'avais l'impression de ne pas appartenir ici. Julian tendit la main et prit la sienne. Il passa son pouce sur ses jointures. « Tu n'as pas pris cette compagnie à cause de ton nom, Helena. Tu l'as prise parce que tu étais la seule dans cette pièce, assez intelligente pour la diriger. Tu as ta place ici. Tu l'as toujours eue. » Elle et la nana le regarda. Julian, l'homme qui avait attendu, l'homme qui lui avait remis l'arme mais l'avait laissé la balancer elle-même. Alors, elle dit, un petit sourire jouant sur ses lèvres, « Je suis actuellement la PDG d'un conglomérat multinational. Mon calendrier est ouvert pour les prochaines 48 heures. Que font les milliardaires pendant leurs jours de congé? » Julian vérifia sa montre. Une Rolex vintage, discrète et intemporelle. « Eh bien, le Gulfstream est alimenté et attend à Tetborough. Le plan de vol est déposé pour la côte amalfitaine. Je crois que l'hôtel Lassen News à Positano a la meilleure terrasse pour regarder le coucher du soleil. Et je t'ai promis une vraie lune de miel. » Raclement de gorge. « Une lune de miel? » Helena leva un sourcil. « Nous ne sommes pas mariés, Julian. » Julian atteignit de sa poche. Il ne sortit pas d'écrin à bague. Pas encore. C'était pour Positano. Au lieu de cela, il sortit 2 passeports. Pas encore, il sourit. Mais un homme peut rêver. Allons-y. Helena prit le passeport. Elle regarda autour de la salle de conseil une dernière fois.
Elle vit le fantôme de la fille qu'elle était autrefois assise dans le coin, effrayée et silencieuse. Elle lui fit mentalement signe d'adieu. « Allons-y, dit-elle. » Ils sortirent du bureau main dans la main. Ils passèrent devant le comptoir de réception où un ouvrier de maintenance dévissait déjà les lettres en laiton de Sterling Enterprises du mur. Elena ne regarda pas en arrière. Elle entra dans l'ascenseur, les portes se fermant sur son passé, et appuya sur le bouton pour le hall. La descente n'était pas une chute, c'était un lancement. Alors qu'ils sortaient dans la rue animée de la 5e avenue, les paparazzis attendaient, les caméras clignotèrent, des questions furent criées. « Elena, Elena, est-il vrai que vous possédez la compagnie? »« Monsieur Thorne, êtes-vous deux ensemble? » ?»« Qu'avez-vous dit à Marcus? » Elena s'arrêta. Elle mit ses lunettes de soleil, elle regarda la caméra, afficha un sourire mystérieux et triomphant qui ferait la couverture des magazines pendant des mois à venir, et monta dans la voiture qui l'attendait. Elle avait signé le divorce en silence, mais elle avait fait son retour plus fort que le tonnerre. Et c'est ainsi, mes amis, comment Elena Balwis a transformé une signature sur un papier de divorce en l'échec et mat ultime. Elle a prouvé que le silence n'est pas une faiblesse, c'est une préparation. Marcus Sterling pensait qu'il jetait une femme brisée, mais il libérait en fait une Titan qui reviendrait pour conquérir son empire. Cette histoire nous rappelle que votre valeur n'est pas définie par la façon dont les autres vous traitent, mais par ce que vous savez valoir. Marcus a parié contre elle, mais il a oublié la règle d'or. Ne sous-estimez jamais la personne qui vous a aidé à construire votre trône. Si vous avez apprécié cette saga de vengeance, d'affaires à enjeux élevés et de justice, veuillez écraser ce bouton j'aime. Cela aide vraiment la chaîne à grandir. Et n'oubliez pas de vous abonner et de frapper la cloche de notification pour ne jamais manquer un nouvel épisode de Billionaire Diaries. Je veux avoir de vos nouvelles. Pensez-vous que Marcus méritait les 10 millions ou Elena aurait-elle dû le laisser sans rien? Faites-moi savoir vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et je vous verrai dans